shot. You don't like black people. Man, you don't know a damn thing about black people. We're human. We like our kids to go to good school. We love our kids. We never go in those neighborhoods to take people out. Don't do it. Dans une salle d'audience bondée, le cas de Peyton Gendron a fait ressortir toute une série d'émotions. Gendron, un jeune homme au visage glacial, est entré sur le banc des accusés, accusé de l'un des crimes les plus choquants et prémédités de la dernière décennie. En 2022, il a envahi un supermarché à Buffalo, New York, tirant au hasard sur toute personne en vue. Mais l'attaque n'était ni fortuite ni impulsive. Il avait un objectif clair et terrible: tuer autant de Noirs que possible. Armé d'un fusil customisé chargé de messages racistes, il a enregistré son attaque, la retransmettant en direct sans l'ombre d'un regret. Les familles des victimes, qui remplissaient la tribune du tribunal, étaient partagées entre le choc et l'indignation. Certains, mêlés de douleur et d'indignation, n'ont pu retenir leurs larmes. Une mère qui a perdu son fils ce jour fatidique s'est ouverte devant le tueur, tandis que celui-ci restait impassible. « Vous avez pris la vie de mon garçon. Il était là pour acheter du lait. C'était une bonne personne, quelqu'un qui ne vous a jamais fait de mal. » Ces paroles ont résonné dans toute la salle, révélant la gravité et le poids des vies qui ont été prises ce jour-là. Tout au long du procès, les procureurs ont révélé des détails étonnants sur la planification méticuleuse de Gendron. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un acte isolé, c'était une mission soigneusement planifiée. 2 jours avant l'attaque, il s'est rendu dans la région, a pris des notes et a même publié un manifeste de 180 pages sur des forums internet extrémistes, dans lequel il a exposé ses convictions racistes et déclaré son soutien à d'autres attaques. Son plan n'était pas seulement de semer la terreur dans une communauté, il voulait inspirer une guerre raciale, une idée aussi sombre que l'expression froide qu'il arborait sur son visage. Lorsque ce fut son tour de parler, Gendron s'est levé et a déclaré au tribunal qu'il était désolé, qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il avait agi par haine, instillé dans son esprit par les contenus racistes qu'il lisait en ligne. Il a dit qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Mais ses paroles sonnaient creux pour beaucoup dans la salle d'audience, un dernier acte de désespoir pour tenter d'alléger une peine qui semblait déjà inévitable. Le juge, avant de prononcer la sentence, a répondu fermement à Gendron. « Il n'y a pas de place pour vous, ni pour vos idéologies haineuses dans notre société. Vous avez tué des innocents et vous l'avez fait avec préméditation. Vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour en tant qu'homme libre. » La peine fut sévère et définitive. La réclusion à perpétuité sans droit à la libération conditionnelle. La salle d'audience a été réduite au silence pour un moment d'introspection collective, alors que tout le monde réfléchissait aux cicatrices qui resteraient, même avec le tueur derrière les barreaux. Une autre affaire qui a suscité des discussions sur les crimes haineux concernait Benton Buer, qui a traqué une famille interraciale pendant des mois. Buer n'a pas accepté la présence d'une pancarte « Black Lives Matter » au domicile d'Andrea et Philip Robinson et a lancé une campagne d'intimidation. Il est allé jusqu'à placer un ours forcé devant leur maison, indiquant clairement que ses intérêts vont au-delà de harceler la famille, mais plutôt de les exposer depuis cet endroit. Paniquée, la famille Robinson a tenté de gérer la situation et de demander de l'aide. Mais Buer continuait à se présenter, les suivant dans les supermarchés et observant leur routine. La peur s'est emparée de la famille et le sentiment d'insécurité était constant. Ce n'est qu'après une plainte d'un voisin que la police a pu arrêter Buer, qui s'en était pris au tribunal. Il a été reconnu coupable pour ses attaques continues
contre sa famille. Lors du procès de Buer, Andrea a raconté comment les attaques ont détruit son sentiment de sécurité dans sa propre maison. Sa maison, qui était autrefois un symbole d'amour et de protection, est devenue un lieu de peur. En racontant les détails du harcèlement, Andrea a clairement indiqué que le traumatisme imposé par Buer avait changé leur vie pour toujours. Il a finalement été condamné à environ 9 ans de prison, une peine qui semble insuffisante compte tenu du préjudice émotionnel causé à la famille. Si ce contenu a suscité une réflexion sur le besoin de justice et l'impact dévastateur des crimes haineux, laissez votre j'aime partager avec toute personne qui, selon vous, a besoin d'entendre cette histoire et abonnez-vous pour en savoir plus. Discussion sur des sujets aussi importants que celui-ci. Nous souhaitons également connaître votre avis. Commentez ci-dessous. Votre opinion sur la peine et sur la manière dont notre société peut lutter contre le racisme et protéger toutes les familles. Ces cas reflètent une vague croissante de crimes motivés par les préjugés raciaux et la haine. Ils montrent comment les idéologies extrémistes gagnent du terrain sur Internet, poussant les gens à commettre des actes terribles. En outre, ils soulignent la nécessité urgente de lutter efficacement et préventivement contre le racisme, afin d'éviter que davantage de familles n'en deviennent victimes. Aux États-Unis, des crimes comme ceux-ci attirent l'attention non seulement par leur violence, mais aussi par la nécessité d'une justice rigoureuse. Pour les victimes, le traumatisme laissé est profond et durable. La douleur de perdre quelqu'un ou de voir sa propre maison envahie par la peur ne peuvent être facilement réparées. Ce sont des blessures invisibles qui mettent du temps à guérir. Le cas de Brenton Tarrant, en Nouvelle-Zélande par exemple, montre jusqu'où peut aller la violence haineuse. Tarrant, en 2019, a pris d'assaut 2 mosquées avec l'intention de tuer autant de musulmans que possible. Grâce à cette attaque soigneusement planifiée, il a coûté la vie à 51 personnes. Armé et diffusant le tout en direct, il a fait preuve d'une froideur qui a terrifié le monde entier. Au cours du procès, l'accusation a révélé que l'objectif de Tarrant était de se propager parmi les immigrés et les musulmans. Lorsqu'il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, sa peine a marqué un tournant en Nouvelle-Zélande, reflétant la gravité du crime et l'intention de protéger la société contre une telle idéologie raciste. En comparant les cas, l'attaque de Tarrant a été condamnée à la peine la plus sévère possible, tandis que Buer, qui n'a pas commis de meurtre, a été condamné à une peine moindre, même si sa persécution a causé de graves dommages psychologiques. Cette différence de sensation reflète le poids que chaque pays accorde aux crimes motivés par la haine et le racisme. Aux États-Unis, le cas d'Ahmaud Arbery a également eu un grand retentissement. Arbery, un jeune homme noir, a été pourchassé et tué par 3 hommes blancs alors qu'il courait. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un crime, mais l'enquête a montré que cela se produisait dans la région. La justification des hommes était un prétendu acte de défense, mais des vidéos et des preuves ont indiqué qu'Arbery avait tenté de se défendre lorsqu'il a découvert qu'il ne pouvait pas s'échapper. L'affaire a déclenché d'intenses débats sur le racisme et la justice, donnant lieu à des manifestations appelant à la responsabilisation et à des réformes du système judiciaire pour lutter contre les préjugés raciaux. Les 3 personnes impliquées dans la mort d'Arbery ont été arrêtées et ont fait face à des accusations de mort et de détention arbitraire. L'accusation a déclaré qu'elle agirait sans aucune autorité, uniquement sur la base d'hypothèses et de préjugés. Cette sentence a été considérée comme une étape importante vers la lutte contre le racisme et la prévention des actes de vigilance. Comme dans d'autres cas, la violence contre Arbery était motivée par des préjugés et des opinions racistes, et montrait les dangers d'agir sans véritable justification légale. Ces crimes révèlent non seulement l'impact du racisme,
mais aussi la nécessité d'un système judiciaire qui résiste fermement aux actes motivés par la haine. Ces procès montrent à quel point les sanctions pour crimes de haine peuvent varier en fonction des lois et de la culture de chaque pays. Aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, la réponse a été sévère, mais le traumatisme des familles et des victimes demeure, laissant une marque durable. La nouvelle de Travis McMichael, Gregory McMichael et William Bryan pour homicide volontaire et autres crimes est le résultat d'une série de décisions impulsives et partisanes qui ont transformé une matinée ordinaire en une tragédie irréversible. Pour Ahmaud Arbery, courir ce matin-là dans les rues tranquilles de Géorgie faisait simplement partie de sa routine. Il courut se détendre, se vider la tête. Dans une communauté où il a grandi, où il connaissait chaque recoin, et où il n'aurait jamais imaginé que sa vie serait en danger. Mais pour les McMichaels et Bryan, ce matin même semblait être l'occasion d'agir en justicier, comme s'ils s'étaient autoproclamés protecteurs d'une atmosphère qui ne fonctionnait même pas. L'idée d'une arrestation citoyenne était l'argument qu'ils ont développé pour expliquer l'attaque. Cependant, dans la pratique, ce concept n'était qu'une façade pour ces préjugés raciaux. Ils n'avaient aucun motif concret, aucun appel d'urgence, et encore moins de preuves qu'Arbery avait commis un crime. Et pourtant, lorsqu'ils l'ont vu, ils n'ont pas hésité. Gregory, le père, s'est souvenu du fusil de chasse qu'il avait à la maison et a donné à Travis le signal d'agir. Quelques minutes plus tard, ils sont montés dans le camion, ont appelé leur voisin Bryan et se sont lancés dans une course-poursuite sauvage, vitres baissées et armes à feu. Alors qu'ils approchaient d'Arbery, les secondes suivantes furent un mélange de panique et de désespoir. Travis est sorti du camion, fusil à la main, bloquant le chemin d'Arbery, tandis que Gregory regardait depuis le taxi et Bryan filmait, comme s'il enregistrait une victoire. Ahmaud a vu une arme à feu, a vu qu'il était encerclé et dans un instinct de survie a tenté d'esquiver, peut-être en saisissant le fusil de chasse pour se protéger. C'est à ce moment-là, en essayant d'éviter l'issue, que des coups de feu ont été tirés. Arbery y tombe, victime d'une violence aveugle et irrationnelle. Et ces hommes qui prétendaient défendre la communauté ont maintenant commis un meurtre brutal sans véritable justification. Ce qui aurait dû être une simple course de routine pour Ahmaud Arbery est devenu un acte d'injustice, motivé par des préjugés et un jugement infondé. Cette affaire a non seulement coûté la vie à un innocent, mais a également révélé, une fois de plus, les blessures ouvertes du racisme dans la société, soulevant des questions sur qui a réellement besoin de protection et quelles sont les motivations derrière ces soi-disant actes. Les défenses. Durant le procès, les enregistrements ont été cruciaux. La vidéo de William Bryan a révélé qu'Arbery n'avait pas attaqué et ne représentait aucune menace. Il courait juste. La défense des McMichaels et de Bryan a tenté de justifier leurs actions par des mesures de protection, mais l'impact des images était incontestable. La défense qui s'est dissoute en million-sept justification superficielle n'a pas résisté au poids des preuves incontestables. La condamnation des McMichael à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, a suscité un mélange d'effondrement et de tristesse. Soulagement, car il y avait enfin justice, mais tristesse pour un jeune homme qui a perdu la vie sans raison, un jeune homme qui rêvait d'avancer et de tracer son propre chemin. Pour la famille d'Arbery, la douleur ne s'atténuerait pas, mais peut-être y aurait-il un certain réconfort à savoir que les hommes responsables de sa mort avaient été condamnés. Dans le Michigan, l'histoire de Floyd Dent et du policier William Melendez a révélé une autre facette sombre du racisme, l'abus du pouvoir policier. La nuit où il a été arrêté par Melendez, Dent rentrait chez lui à pied. Le contrôle routier a d'abord été justifié comme une infraction pour non-respect d'un panneau d'arrêt. Mais la suite des événements a montré la violence excessive qui se cache derrière le badge. Lorsque Melendez a tenté de le faire sortir de la voiture, Dent,
qui n'était pas armé, a obéi. Pourtant, il a été jeté à terre, immobilisé et étranglé. Melendez a ensuite lancé à plusieurs reprises des coups de poing à la tête de Dent, tandis que son partenaire regardait et ne faisait rien. Les caméras du véhicule ont capturé l'horreur de la scène. Dent ensanglanté, immobile, le visage enflé et meurtri, tandis que Melendez affirmait avoir résisté. Devant le tribunal, Dent a déclaré qu'après cette nuit, sa capacité à se souvenir et à traiter les informations avait été compromise. Dommage irréparable causé par quelqu'un qui aurait dû l'observer. La nouvelle de Melendez a apporté un peu de répit à Dent, mais un souvenir de cette nuit continuerait de le hanter. En mai 2017, lors d'un après-midi apparemment ordinaire à Portland, dans l'Oregon, Jeremy Christian est monté à bord d'un train Max et a commencé à narguer et à menacer les passagers avec des discours de haine. Inquiétant, l'homme, connu pour son comportement violent et ses opinions extrémistes, semblait furieux contre quiconque, selon lui, ne correspondait pas à ses idéaux. Il a lancé des insultes, notamment contre les Afro-Américains et les musulmans, exprimant une colère qui dérangeait et effrayait les autres. Parmi les victimes de sa fureur se trouvait Demetria Hester, une femme noire qui, face aux attaques verbales, a décidé de ne pas garder le silence. Même face à toute la colère et aux menaces que Christian déversait dans la voiture, Hester lui fit face, exigeant le respect. La réaction de Christian fut encore plus violente. Il attrapa une bouteille d'eau et, sans y réfléchir à deux fois, la lança au visage d'Hester. Le coup la touchait directement à l'œil, provoquant une douleur immédiate et visible. Face à un acte aussi agressif, d'autres passagers ont observé la scène, étonnés, certains paralysés par la peur. Pour Christian, cela ne semblait pas suffisant. Il a ensuite quitté le train, mais ses paroles et ses actes ont laissé planer de la tension. Le sentiment d'insécurité était palpable et beaucoup craignaient son retour. Le lendemain, comme si de rien n'était, Jeremy Christian montait à nouveau dans le train. Cette fois, il a repéré deux adolescentes, Destiny Mangum, 16 ans, et Wa Muhammad, 17 ans, toutes deux portant le hijab, le foulard traditionnel musulman. Christian a commencé à les attaquer avec des insultes et des insultes racistes. Ses propos étaient remplis de haine et faisaient allusion à des menaces de mort et de violence. Les passagers, qui essayaient d'abord d'ignorer la situation, ont commencé à se rendre compte que les deux adolescents étaient effrayés et impuissants face à quelque chose qui était clairement devenu incontrôlable. C'est alors que Ricky Best, un ancien combattant de 53 ans, et Taliesin Namkai Meksh, un jeune homme de 23 ans, ont trouvé le courage d'intervenir, essayant de protéger les filles et de calmer Christian. La tension à l'intérieur de la voiture s'intensifia. Christian était visiblement bouleversé et la situation a rapidement dégénéré. Dans un geste inattendu, il a sorti un couteau et, dans un accès de rage, a commencé à attaquer ceux qui tentaient de mettre fin à son agression. Ricky Best et Taliesin Namkai Meksh ont été poignardés à plusieurs reprises, perdant la vie sur place, dans l'un des endroits où l'on s'attendrait le moins à une attaque aussi brutale. Micah Fletcher, un poète de 21 ans qui a également tenté d'intervenir, a également été poignardé, mais a miraculeusement survécu à l'attaque malgré de graves blessures. Après avoir semé la terreur à l'intérieur du wagon, Christian descendit du train, toujours à la main le couteau taché de sang, et commença à marcher dans les rues de Portland. Il a crié des phrases décousues sur la liberté d'expression et les patriotes, défendant son droit d'avoir fait ce qu'il a fait, comme si l'attaque était justifiable. Pour lui, ces actes étaient la manifestation d'une vérité inquiétante. Lorsque la police est arrivée, Christian a quand même tenté de résister, mais il a été maîtrisé et arrêté, même s'il a continué à crier et à menacer quiconque s'approchait. Au tribunal, l'ambiance était tendue.
Les proches des victimes et les témoins attendaient que justice soit rendue. Wa Muhammad, l'une des adolescentes menacées dans le wagon, a fait une déclaration émouvante, retenant ses larmes en se rappelant ce dont elle avait été témoin. Elle a parlé des menaces de mort et de la haine propagée par Christian, racontant comment il a ordonné aux musulmans de retourner en Arabie Saoudite et a crié des phrases que personne ne devrait entendre. Le public écoutait en silence, ému et étonné par la cruauté de cette journée. Micah Fletcher, le jeune homme qui a survécu à l'attaque, s'est également présenté à la barre des témoins. Il a raconté comment Christian l'avait brutalement attaqué, le poignardant au cou. Ses paroles étaient fermes, mais l'impact du traumatisme était évident. Fletcher a décrit ce moment comme un cauchemar, et le regard lointain dans ses yeux semblait indiquer qu'il revivait encore l'horreur de cette journée. Lors du procès, Jérémy Christian n'a montré aucun regret. Parfois, il lançait même des regards de défi et narguait ses victimes avec des commentaires insensibles. Mais la déclaration de Demetria Esther, la femme qui avait été agressée par lui la veille, a fait ressentir à toutes les personnes présentes dans la pièce la douleur et la colère de quelqu'un qui a souffert aux mains d'un homme plein de haine. Esther a qualifié Christian de menace et n'a épargné aucun mot pour exprimer son dégoût face à sa violence déraisonnable. Elle aurait souhaité qu'il passe le reste de ses jours derrière les barreaux, loin de toute personne susceptible de souffrir de son comportement. Finalement, la sentence a été annoncée. Christian a été condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'était la fin d'une séquence d'attentats qui a choqué Portland et suscité des débats sur la haine et la violence dans les rues. Pourtant, alors qu'on le conduisait hors de la salle d'audience, Christian continuait de crier et de menacer. Ses derniers mots, toujours provocateurs et pleins de haine, s'adressaient aux familles des victimes et aux témoins, comme si le procès et la sentence n'avaient aucun sens pour lui. Pour beaucoup, la conviction de Christian a été un soulagement, une chance de respirer en paix, sachant que quelqu'un d'aussi violent ne serait plus parmi eux. La condamnation à perpétuité a apporté un sentiment de justice, mais la douleur de leur perte et la cicatrice de leur violence resteront à jamais gravées dans la mémoire de Portland. L'attaque du train n'était pas seulement un acte de violence, mais un rappel du pouvoir dévastateur que la haine peut avoir et de l'importance d'une société qui valorise l'empathie et le respect mutuel. Le cas de Kayla Norton et José Torres en Géorgie apporte une autre dimension au thème de l'intolérance et de la haine. Ils faisaient partie d'un groupe connu sous le nom de « Respecter le drapeau », qui arboraient souvent le drapeau confédéré sur leur chemin comme symbole de résistance à ce qu'ils considéraient comme des menaces pour la culture du Sud. Mais cette nuit-là, la frontière entre liberté d'expression et menace a été complètement franchie. Norton et Torres ont interrompu la fête d'anniversaire d'un garçon noir de 8 ans, criant des insultes racistes et pointant des armes sur la famille. Alors que le groupe encerclait la maison avec des camions et des drapeaux, l'atmosphère de fête a cédé la place à la peur. Torres a même levé un fusil de chasse, menaçant de tirer sur quiconque s'approchait. La famille terrifiée a appelé le 911, tandis que le groupe continuait à proférer des insultes et des menaces de mort. Lors du procès, Norton et Torres ont déclaré qu'ils ne voulaient effrayer personne, mais le tribunal a compris que leur comportement était une manifestation claire de haine et de préjugés, et tous deux ont été condamnés. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, a besoin d'entendre cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Qu'avez-vous pensé de la vidéo? Laissez votre commentaire ci-dessous et poursuivons cette conversation. Merci de votre aide.